Voilà, qui fait office un petit peu de disque dur, sachant que après avec les ports USB, donc ici on en a 4, sur certaines versions du Raspberry Pi ça peut changer, donc ici on en a 4, sachant que vous pouvez très bien connecter un disque dur externe là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc on a une prise d'alimentation USB, donc c'est comme pour recharger votre smartphone, c'est un petit peu le même principe, vous pouvez connecter soit un PC directement dessus, mais ça n'échange pas de données, c'est uniquement pour l'alimentation, donc vous pouvez mettre le chargeur de votre téléphone là-dessus. Une sortie HDMI, après je sais plus lequel, ça c'est pour la caméra, bon moi je m'en sers pas. Ensuite on a sortie composite, le signal composite donc vidéo, et ça fait aussi sortie audio stéréo, un port RJ45 donc pour connecter en Ethernet, 4 ports USB 2. Ensuite là c'est le display, donc ça c'est pour y connecter un écran, je sais plus 8 pouces ou un truc comme ça, donc qui est en option. Et ensuite un petit port micro SD. Donc sachant que les premières versions des Raspi étaient des cartes, étaient des ports carte SD tout court, voilà, comme le Banana Pi. Voilà, par exemple sur le Banana Pi, c'est une carte SD, tout ce qui est plus grosse quoi. Voilà, mais c'est exactement le même principe. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui mais pourquoi est-ce que tu attendais de changer ta télé pour connecter ça sur ta télé, puisque de toute façon tu pouvais te servir avec ta vieille télé cathodique de la sortie composite que tu avais là-dessus. Alors c'est vrai, et donc j'aurais pu remplacer ma X-boîte nettement plus tôt. Le problème c'est que entre du MPEG 2 de la Xbox en RVB sur la télé et peut-être certes du MP4 mais en composite, faut quand même voir qu'un signal composite c'est quand même assez dégueulasse, hein. Regardez une PlayStation, ce que ça fait. Donc je préférais quand même avoir une console connectée en RVB plutôt qu'en composite à la télé, quoi. Voilà, après c'est un choix personnel. Donc ça fonctionne comment? Donc on a évidemment le cœur de ces SBC qui sont ce qu'on appelle un SoC, donc un System on Chip. C'est donc une puce tout simplement qui fait plus ou moins tout, c'est-à-dire que ça fait processeur. Généralement, l'architecture de ces processeurs, c'est ce qu'on appelle du ARM, par rapport au PC où c'est de l'architecture x86. Donc ARM, c'est justement des processeurs au jeu d'instructions RISC, tandis que par exemple votre Core i5, i3, i7, machin, c'est du CISC. Et donc justement, bah, ça réclame des programmes qu'il faut qu'ils soient recompilés dans cette architecture-là. Donc ce qui fait que c'est pour ça que ces Raspberry Pi ne peuvent pas faire tourner Windows 7 ou Windows 8. Après, il y a certaines versions de Windows bien précises, récentes, qui peuvent tourner là-dessus, mais évidemment, ce n'est pas le cas de Windows XP et tout le bordel. Donc le SoC, bah, c'est exactement la même chose que... Donc ça embarque un processeur donc central, plus un GPU, plus un contrôleur ceci, plus un contrôleur cela, voilà. Donc voilà, les SoC en fait c'est la base de tout ce qui est tablette et smartphone, hein. C'est exactement la même chose. Alors chez Raspberry Pi, comme le mec visiblement est en relation avec Broadcom, je sais pas si le mec travaillait pour Broadcom ou est-ce qu'il y travaille toujours, et c'est pour ça que dans tous les modèles de Raspberry Pi, vous avez un SoC qui a un Broadcom quelque chose. Ensuite, ajouté à cela, vous avez de la mémoire centrale, hein, comme sur un PC. Donc sur cette version du Raspberry Pi, vous en avez 256, 512, et moi je sais que sur le Banana Pi, donc j'avais 1 giga. À une époque, quand ces trucs sont sortis, tout le monde les encensait, parce que c'est vrai que l'idée voilà, est bonne, et puis c'est bien de mettre ça dans le grand public, mais tout le monde encensait le Raspberry Pi en disant « Ouais, même Madame Michu va pouvoir remplacer son PC avec ça ». J'étais dubitatif, et l'histoire m'a donné raison. Ça c'est le problème des Linuxiens, ils sont très... c'est vrai que quand il y a un truc qui marche et tout, c'est joli, mais bon, faut quand même redescendre sur Terre à un moment donné, ou non. Voilà, donc ça c'est fait pour bidouiller, c'est fait pour des applications précises, mais c'est pas fait pour remplacer un PC, ça n'a pas la puissance, ne serait-ce que d'un Pentium dual-core, hein. Donc après, ça dépend des versions, la version 3 est quand même très, très puissante aujourd'hui. Quand ce truc est sorti, voilà, on pouvait dire que ça remplaçait un PC, tu vas pouvoir surfer sur internet et tout, c'est vrai, mais bon, ça n'apporte pas le confort d'un PC, faut pas déconner non plus, quoi. Parce que c'est monocore, c'est overclockable en plus, bon, on verra ça après, mais même ça a les performances un petit peu d'un Pentium 2 350, je crois, un truc comme ça, je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça, sur quel site, mais ça dépasse pas le Pentium 3 500 ou le Pentium 3 600, ça. Donc ça bénéficie par contre de l'accélération matérielle
pour le décodage de la vidéo. Donc c'est ça qui fait que ces trucs sont très utilisés, comme on va le voir, en mode Media Center. Mais ça remplace pas le confort d'utilisation d'un PC. Déjà, vous n'avez même pas de bouton marche arrêt, ne serait-ce que ça. Bon. Donc voilà, ça c'est la carte toute seule. Après, il y a un adaptateur secteur pour le brancher directement. Vous avez donc aussi une petite boîte pour l'enfermer, pareil, même manière que celle-ci. Donc là-dessus, normalement, on fait tourner du Linux, donc soit de l'Android, soit des distributions Linux particulières, ou alors du BSD aussi, je crois qu'il y en a qui ont fait. Donc ça, après, certains s'en servent comme borne d'arcade ou comme un PC dans un coin, comme serveur. Voilà. Après, il y a plusieurs utilisations possibles, ou comme automate dans un truc de robotique. Après, voilà, c'est très, très variable. Alors pourquoi c'est très apprécié des bidouilleurs? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des GPIO. Donc c'est ce que vous retrouvez sur ce brochage. Alors en partie, hein, sinon toutes les broches ne servent pas à ça. Mais en fait, avec ça, vous pouvez manipuler d'autres composants, vous pouvez communiquer avec l'extérieur avec des bus SPI ou I2C, ou alors vous pouvez relier des capteurs d'alarme ou n'importe quoi. Enfin bon, après, voilà, vous pouvez. Ça joue le rôle de GPIO, donc c'est générique, justement, comme son nom l'indique. Donc grosso modo, c'est un mini PC avec, si vous voulez un petit peu une analogie, c'est un mini PC avec de l'Arduino avec. Voilà, vous pouvez faire quasiment la même chose qu'un Arduino. Donc, mais c'est déjà intégré là-dedans. Alors je vous rappelle que sur les cartes mères de PC, y compris que vous achetez actuellement, les SourceBridge, oui, parce que c'est vrai que NorthBridge n'existe plus, les SourceBridge qui restent, enfin les PCH qui restent sur les cartes mères modernes, ont des GPIO. Ça fonctionne pareil. C'est juste qu'après, ils ne sont pas accessibles sous Windows et ils sont conservés au niveau du BIOS. Si vous regardez les datasheets des chipsets, enfin des SourceBridge de vos cartes mères actuellement, il y a des GPIO, c'est juste qu'ils sont utilisés pour le fonctionnement de la carte mère pour communiquer avec le reste, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est pas spécifique au SoC destiné à être implanté là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour la partie Raspberry Pi pour les nuls. Hein. Donc après la carte mémoire avec Windows ou avec Linux ou même macOS, hein, il faut y installer donc une espèce de distribution dessus. Donc pour ça, il faut formater la carte, ensuite avec un petit logiciel, vous récupérez une espèce d'image, soit en point ISO, soit en point IMG, et avec un logiciel, eh bien, vous la flashez, entre guillemets, vous l'enregistrez sur la carte SD. Voilà, donc ça fait une carte SD, tiens, ça marche plus. Ah, ça y est. Ça fait une carte SD bootable, puis qui est faite donc pour être reconnue par le Raspberry Pi, et donc après, voilà, ça marche. Donc voilà le principe. Après, ça fait un mini PC autonome. Et en général, les gens l'administrent à distance avec SSH, en le reliant au réseau, sachant que vous pouvez très bien mettre tout et n'importe quoi après au niveau de l'USB. Hein. Au niveau de l'USB, vous pouvez mettre un dongle Wi-Fi, clavier, souris, un disque dur externe, etc. Sachant qu'après, plus vous utilisez de composants USB, plus attention, ça va tirer sur l'alimentation. Donc soit il faut avoir des périphériques USB qui sont alimentés de leur propre chef avec un truc externe, soit s'ils sont auto-alimentés par